Je vais commencer par une petite présentation. Je m'appelle Marc Hugon, je suis chez Calliope en tant que directeur technique projet. Ça fait pas mal de temps maintenant que je travaille dans cet univers du web. J'ai été CTO dans une société d'e-commerce qui s'appelle 24S pendant quelques années. J'ai aussi passé pas mal de temps chez Maison du Monde à m'occuper des équipes de développement. Directeur technique, développeur, chef de projet. J'ai un peu fait tout ce qu'on peut faire quand on aime le code et le clavier. Et chez Calliope, je m'occupe aussi bien de la direction technique, donc du coup sur des projets clients que je vais accompagner, on va dire, de l'avant-vente jusqu'à la réalisation des projets. Et je suis aussi responsable data, mais ça c'est un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui avec vous. Petite présentation de Calliope. Calliope donc est une société qui a pour ambition d'accompagner des clients qui ont des projets de digitalisation, qui sont voire digitaux potentiellement, mais en tout cas qui cherchent à aller dans une logique de produit, dans une logique de mise en place de plateformes qui vont leur permettre de se transformer, de transformer leur business, de transformer leur activité. Et pour ça, on se repose sur une assez grosse équipe de développement, puisque nous sommes des faiseurs. On ne met pas en place des plateformes toutes faites. Nous, généralement, on aime bien mettre les mains dans le code. Tout ça, ça s'accompagne de personnes comme moi qui vont faire de l'accompagnement technique et de l'accompagnement aussi sur des aspects de planification, de roadmap. On va essayer de se projeter avec nos clients et on va les accompagner sur des sujets qui peuvent être de l'e-commerce, qui peuvent être du cloud, qui peuvent être de l'IoT. Il se trouve que nous avons publié une solution open source pardon, qui permet aux personnes qui ont des matériels IoT de simplifier d'une certaine façon leur projet et surtout l'utilisation de la donnée qui est générée par ces petites machines. On travaille évidemment sur tous les aspects de mobilité. On a aussi une équipe qui s'occupe de l'expérience client. Vous l'avez compris, on essaye d'être à peu près capable de partout de vous accompagner, d'accompagner nos clients. Et ensuite, c'est selon les cas, les besoins qu'on va adapter notre dispositif. Et si je vous parle d'architecture Mac aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qu'on utilise et qu'on n'est pas les seuls à utiliser. Il y a une alliance, un Mac Alliance qui a été créé en 2020 maintenant, qui a été fondée par quelques acteurs dont vous avez potentiellement entendu parler, Cotton Stack, Commerce Tools et Pab System que je ne connaissais pas, mais qui a l'air d'être un très gros cabinet, une très grosse agence digitale aux États-Unis, Valtech qui est un petit peu plus connu en France, qui a été rejoint depuis par quelques noms qui sont pas tout à fait anodins comme AWS, GCP, etc., etc. Après, la question qui pourrait se poser, évidemment, c'est est-ce que tous ces noms qui sont arrivés sont des noms qui sont juste là pour faire joli, pour occuper des personnes qui, à côté de ça, n'ont pas grand-chose à faire, ou est-ce que ça correspond à un mouvement qui a de l'intérêt? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que c'est réellement une projection dans laquelle il faut se projeter? C'est un petit peu redondant ce que je viens de dire. Voilà, c'est un petit peu ce dont je vais discuter avec vous. Et on va dérouler un plan qui est assez simple. On va revenir évidemment sur cet acronyme, ce qui est assez important. Et puis ensuite, on sera plutôt dans le retour d'expérience. Je parlerai d'architecture qu'on met en place chez Calliope, puisque c'est d'une certaine façon quelque chose qu'on pratique assez bien maintenant. Et ensuite, je vous parlerai de ce que ça peut changer et enfin de ce que ça a changé, nous, de ce qu'on a pu constater sur différents projets qu'on a pu mener jusqu'ici. Mais on va partir un petit peu par le commencement. Mac, c'est un acronyme et quand on regarde leur site, c'est intéressant parce qu'il y a le côté technique. L'acronyme MAC, c'est Microservice Based, API First, Cloud Native et Headless. Mais ça, c'est assez technique et assez du coup abscon, ce qui fait que évidemment, quand on regarde ce même site de la Mac Alliance, il propose des formations pour
découvrir cet univers du Mac et pour pouvoir donner envie de monter en compétence là-dessus. Je trouve que la façon dont ils présentent l'intérêt de cet acronyme-là technique est plutôt pertinente, mais on va revenir du coup sur chacun de ces mots-clés et comment est-ce que ça peut avoir un impact et qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la philosophie qui est derrière et en même temps d'où ça vient, parce qu'évidemment tout ça n'est qu'une longue histoire qui est amenée à évoluer forcément à un moment ou à un autre. Du coup, si on déroule un peu ces acronymes, le microservice based, alors c'est vrai que, et même moi, j'étais pas très à l'aise avec cette notion de microservice. Je suis passé par le microservice, j'ai essayé de mettre en place du microservice. Il y en a qui le font très bien, mais micro est un terme qui fait un petit peu peur, qui n'est pas toujours très adapté, qui est maîtrisé par des très gros. Netflix, etc., sont les premiers à vanter les mérites du microservice. Mais on ne va pas se mentir, c'est d'un côté très compliqué, et d'un autre côté, comme vous le savez, une architecture Mac, quand on parle de headless, on va parler de solutions comme un CMS. Compliqué de voir le terme de micro et CMS, c'est pas forcément quelque chose qui saute à l'esprit. En tout cas, le terme n'est pas. Et moi, du coup, j'ai tendance à le mettre un petit peu de côté. Même si, en fait, le microservice based, quand on lit un petit peu ce que raconte la Mac Alliance, c'est plutôt sur la façon de travailler pour des équipes de développement, de tester les développements qu'ils font, de les déployer. C'est donc là-dessus qu'on retrouve finalement ce qu'une architecture Mac est censée réutiliser de l'expérience qu'on a eue sur le travail sur des microservices. Parce que travailler avec des microservices, était capable de les déployer un peu n'importe quand, n'importe comment, de pouvoir les faire évoluer, de pouvoir le tout en préservant un écosystème qui est dépendant de ces microservices-là. C'était plus tout ce qu'on retrouve dans ce côté microservice based. Et c'est d'ailleurs pour ça que, d'un point de vue un peu plus, j'allais dire marketing, mais c'est pas vrai, d'un côté un peu plus métier, d'un peu plus intérêt de cette architecture-là, il y a le côté flexible de ce travail qu'on faisait sur les microservices avant, qui est, comme je l'ai résumé ici, je déploie ce que je veux quand je le veux. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs chantiers qui sont en cours de travaux, voire finis, mais je peux déployer celui qui est le plus pertinent, celui qui est le plus près, celui où tout bêtement j'ai les personnes qui sont disponibles pour le déployer. Donc il y a ce côté vraiment souplesse de je fais ce que je veux quand je veux qui est important quand on travaille sur ce type d'architecture, en tout cas qui est un des objectifs. Et le côté transparence aussi, c'est par rapport à l'exposition, c'est-à-dire que mes services sont disponibles. Généralement, en plus, on peut faire en sorte qu'on a accès à une interface qui va permettre de voir tout ce qui est disponible dans ces services-là. Donc, on ne cache rien. Tout ce qu'on déploie peut être utilisé et surtout, je peux regarder ce qu'un service propose, fouiller, essayer, tester des trucs. C'est un peu ce côté transparence qui est important aussi. Donc, microservice based, on a le M. Le A, c'est API first. Alors, qu'est-ce qu'une solution API first? Moi, j'en ai une définition à vous proposer qui consiste à dire que tout ce qui est proposé dans la solution qui est mise en place, l'intégralité doit être disponible sur une API. API first, c'est même de dire ça doit d'abord être disponible avec une API avant autre chose. Donc il y a vraiment ce concept de je pense API, je développe API, je déploie API. Donc, et ce qui du coup permet, quand on passe un petit peu le côté technique, de proposer, de se projeter en se disant, comme tout est APIisé, comme tout ce que je développe, tous les besoins métiers que propose mon application sont dans des API, et bien du coup, je pourrais m'y connecter, je pourrais connecter d'autres composants dessus. Donc c'est vrai que j'ai pris un peu cette image du alt-tab, un petit peu quand on passe d'une application à une autre pour avoir besoin de pouvoir à la fin faire quelque chose de spécifique. Là non, je peux tout connecter. Je peux donc avoir
dans l'idéal, un écran où tout est disponible sans avoir besoin de taper à droite, à gauche et au milieu pour réussir à chercher, à modifier les informations que j'ai besoin de récupérer ou de modifier. Et le côté Ultimate Swappability, donc ça c'est très vendeur, l'idée c'est de se dire, ok, j'ai une architecture Mac, du coup je peux connecter un peu tout ce que je veux dans cette architecture-là, mais donc de la même façon je peux déconnecter quelque chose. Et donc c'est un peu la flexibilité dont il parle, et si j'avais fait un choix de CMS, est-ce que je vais pouvoir le changer facilement? La promesse est oui, la réalité est ce sera moins difficile qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait souvent? La réponse est évidemment non. Mais c'est un petit peu ça, l'un des objectifs aussi de ces architectures Mac, c'est de limiter la dépendance qu'on a par rapport aux outils, en tout cas se mettre dans une situation de maîtrise de cette dépendance-là. On verra un petit peu plus tard comment est-ce qu'on peut en parler. Ensuite, quand on parle de cloud native, là, c'est assez technique. Bon, évidemment, ça veut dire qu'on va partir sur du GCP, etc., ou AWS et les autres, voire même des clouds un petit peu plus, que ce n'est pas forcément d'aller chez les gros, mais en tout cas, d'un point de vue technologie, on va partir sur du Docker, on va partir sur du Kubernetes, c'est des mots-clés un petit peu barbares, mais qui sont aujourd'hui ce qui permet de faire de la virtualisation de façon plus légère, plus rapide. Quand je dis rapide, c'est par rapport à la capacité de mettre à disponibilité, de le faire évoluer. Est-ce que j'ai besoin de plus, de moins de capacité? Donc plus rapidement que le bon vieux VMware de l'époque, ou pire que les bonnes vieilles époques où il fallait qu'on rachète des machines, on avait besoin de plus de puissance. Ce qui, quand on parle de infinite scalability, ça veut dire est-ce que je vais pouvoir résister à l'effet capital, le fameux effet capital. On parle de votre site sur M6 le dimanche soir et votre site évidemment complètement sous l'eau, ne répond plus parce que quand on a quelques dizaines de milliers de personnes qui du coup veulent voir pourquoi est-ce que le journaliste est en train de parler de votre métier, c'est souvent dans ce genre de cas qu'on se rend compte qu'en fait on n'est pas capable de bien le gérer. Donc voilà, la promesse c'est tranquille, ça va bien se passer, n'aie pas peur. Comme d'habitude, on mettra un petit peu de prudence sur ces a priori-là. Mais c'est vrai que on peut mettre en place ce qui permet justement de tenir le coup et de pouvoir avoir une architecture qui est scalable, qui peut être plus, je veux dire, réactive par rapport aux besoins qu'on a. Et enfin, pour terminer le tour de cet acronyme-là, on va passer au headless. Qui est donc assez récent, ça, le headless, même s'il y a des solutions qui l'étaient déjà, sans forcément avoir peut-être encore compris que c'était ça le bon terme. Et donc la bonne question, encore une fois, c'est qu'est-ce que c'est que le headless? Tout à l'heure, je vous disais que quand on est API first, on va toujours essayer de commencer son travail par l'API. Et bien, quand on est headless, ça veut dire que quelque part, on se contente de l'API. Si je reprends l'exemple du CMS, qui va être un petit peu un fil rouge aujourd'hui, un CMS, c'est un Content Management System. Donc, c'est un outil, un système pour gérer des contenus. D'où est-ce qu'un CMS pourrait s'occuper de la présentation de ce contenu? En fait, ça n'a rien à voir. Donc, c'est normal que, historiquement parlant, on l'ait fait et que un WordPress, pour ne pas le citer, soit du coup quelque chose qui présente aussi la possibilité, qui met en place la possibilité de présenter le contenu. Mais si on reprend encore une fois l'acronyme CMS, c'est pas à ça qu'il sert. Il est là pour gérer les contenus. Et donc une solution headless peut, ou va dire que par défaut, ne s'intéresse pas à la présentation, ne s'intéresse pas à ce qu'on fait. Elle permet de gérer, la CMS va gérer des contenus de la même façon qu'un PIM va gérer des produits, de la même façon qu'un DAB va gérer des assets digitaux, donc des images, des vidéos. Voilà, vous commencez à voir venir un petit peu l'idée de j'ai des outils qui savent faire quelque chose, c'est leur raison d'être, ils ont été faits pour gérer des contenus. Eh bien, on se concentre, on se focalise sur cette gestion de contenu et le reste, on le laisse à autrui.
Et autrui, du coup, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir adapter ses besoins par rapport à l'usage. Est-ce que si j'ai la chance de travailler sur une montre connectée qui va présenter pourtant les mails qui sont reçus, je ne vais pas avoir le même contenu, je ne vais pas mettre la même chose, mon écran il est beaucoup plus petit et donc je vais avoir besoin de pouvoir m'adapter et de pouvoir limiter la dépendance que j'ai par rapport encore une fois, à mon CMS. C'est le même élément avec lequel je veux faire intervenir l'utilisateur, mais c'est pas de la même façon. Je parle pas d'une enceinte connectée où il n'y a même pas d'image. Comme ça, c'est encore plus simple. Et on pourrait se projeter aussi sur ce qui se passe beaucoup dans les pays asiatiques où le navigateur web a quasiment disparu, tout se fait sans mobile et on ne parle pas de Chrome, on parle de WeChat. Donc on est encore sur un écosystème différent. Les besoins ne sont pas les mêmes et pourtant j'utilise bien la même chose d'un point de vue données. Donc voilà, pour faire le tour de l'acronyme, le MAC, ce que je pouvais vous dire, et du coup, on va passer à la façon dont Calliope l'utilise, et pour ça, j'aime bien utiliser des schémas qui sont compliqués. Ces trois morceaux de patates qui sont devant vous, quelque part, c'est la façon dont nous, on fait nos architectures MAC. Donc, blague mise à part, vous allez avoir à gauche le côté présentation dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je ne vais pas commencer par ce côté-là, je vais commencer par le côté de droite. Donc, tout le petit lot de patates, ce sont des applications métiers. Je vous ai déjà parlé du CMS, que je n'ai même pas mis ici d'ailleurs, le CRM, le RP, le PIM, le SSO, vous en avez tous plein, et c'est normal parce qu'ils répondent tous à des besoins qui sont forcément très spécifiques. La gestion de l'authentification, c'est du SSO, il est fait pour faire ça, il n'est pas fait pour faire autre chose. Et l'intérêt de ces outils-là, l'intérêt de l'évolution en fait, et pourquoi est-ce qu'on en est maintenant arrivé à utiliser ce genre de plateforme, c'est parce que la façon dont évoluent ces applications-là font qu'ils ont de plus en plus d'API. Et tant mieux, parce qu'on va pouvoir les utiliser. De l'autre côté du spectre, vous avez ce que j'appelle votre raison d'être. Et je fais exprès de ne pas parler ici de front-end ou quoi que ce soit, de mobile, de desktop. Non, c'est votre raison d'être, c'est votre image de marque, c'est votre métier, c'est le service que vous voulez proposer, c'est l'interaction que vous avez avec vos utilisateurs qui, évidemment, utilisent tout ou partie de tous les trucs qui sont à droite. Mais in fine, là, on est focalisé sur votre produit, sur ce qui va faire que vous n'êtes pas comme votre concurrent, que vous avez une valeur ajoutée, que vous proposez un service qui n'est pas tout à fait le même que les copains, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir une interaction qui fonctionne et donc vous allez avoir un business, en tout cas, que vous allez bien être, vous allez représenter votre raison d'être, encore une fois. C'est votre image de marque, c'est là que vous devez pouvoir faire ce que vous voulez, en fait, parce que c'est ça dont vous avez besoin. Et donc, du coup, j'ai ma patate du milieu, forcément, qui va faire le lien entre toutes ces applications métiers que vous avez d'un côté et cette couche de présentation, toute cette interaction que vous avez. Et donc, cette patate, de notre côté, elle ressemble à ça, quand on rentre un peu dans le détail. D'un point de vue technique, c'est ce qu'on appelle du back for front. Donc c'est un terme qu'on n'a pas inventé nous, qu'on a trouvé par ailleurs. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une espèce de de logiciel qui est en Node.js dans le cas présent, et nous on utilise un framework qui s'appelle Apollo, qui va permettre de gérer la connexion avec tous vos outils, tous votre SI, que ce soit en utilisant des API, comme je vous disais tout à l'heure, du REST, du SOAP, ou autre, parce que, encore une fois, tout n'est pas forcément compatible. Donc, autre, ça peut être requêter directement une base de données, récupérer un fichier CSV, enfin, tout ce qu'on peut imaginer pour réussir à avoir une sorte d'interconnexion. Et donc, c'est lui qui va, du coup, apprendre à parler avec tous ces outils-là, qui va faire en sorte de proposer au front, et là vous voyez qu'il n'y a plus qu'une seule flèche, et nous on utilise du GraphQL pour faire ça, qui va proposer un point d'entrée unique, qui va faire en sorte que du coup d'un point de vue front, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas quel CRM vous utilisez, on ne sait pas quel est le CMS parce que c'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue métier, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de manipuler.
Et vous voyez le petit logo en bas, le truc bleu là, on est bien sur du Kubernetes, on est bien sur du Docker, on est bien cohérent avec ces fameux acronymes que je vous ai présentés tout à l'heure. On est bien cohérent par rapport à cette cible qu'on veut avoir, de pouvoir une plateforme qui va pouvoir être cloud native, qui va pouvoir résister du coup à la pression, qui va proposer une API, car encore une fois, GraphQL est une API, donc on garde cette cohérence-là, et on se donne la possibilité, ce que j'ai mis ici avec du cache, de la base de données en local, de pouvoir ne pas être trop non plus dépendant de justement les outils SI qu'on va utiliser. Et du coup, maintenant que je vous ai présenté un petit peu ça, qu'est-ce que ça change un petit peu dans la façon de travailler? Qu'est-ce qu'on observe, nous, de notre côté, sur les projets sur lesquels on travaille, dans les équipes qui travaillent sur ces projets-là, et pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Donc, je vous parlais de GraphQL. L'intérêt de GraphQL, c'est que ça donne la possibilité aux personnes qui travaillent sur l'expérience, sur la façon dont on va interagir avec les données, de choisir et d'aller chercher ce dont ils ont besoin. Je vous ai mis 3 exemples ici. Bon, c'est assez schématique, hein, mais l'idée, c'était de comprendre un petit peu 3 exemples qui sont des requêtes, les fameux GraphQL dont je vous parlais, des requêtes pour les récupérer. Je prends un exemple des albums, des trucs qui étaient sur des CD, ça existait à une époque. Donc on va pouvoir aller chercher, dans un cas, dans le cas qui est le plus à droite, je veux quelque chose de très simple, très minimaliste, je veux juste le titre et le nom de l'artiste qui a fait l'album, alors qu'à gauche, je veux aussi récupérer combien il y a les pistes audio qui sont dedans, avec leur nom, le numéro, je veux récupérer l'image, et quelque part, je me suis amusé à voir un site que vous connaissez peut-être, qui est un site de discographie, et ça pourrait se représenter comme ça. C'est que d'un côté, j'ai une liste sur laquelle, pour des raisons de place, des raisons ergonomiques, des raisons UX, j'ai juste décidé d'avoir quelques informations qui s'affichent à l'horizontale. Là où ça les recommandations, j'ai envie de mettre de l'image, j'ai envie de faire quelque chose qui va plus amener à cliquer. Et donc, quelque part, je gère ma requête. Et quand je dis je, c'est en tant que développeur front, par exemple, à ce niveau-là, c'est moi qui choisis ce dont j'ai besoin par rapport à ce qui m'est proposé. Et ça change beaucoup de choses, encore une fois, par rapport à la façon de travailler et par rapport à l'interaction que vont avoir les personnes du métier avec les personnes qui travaillent avec ces développeurs front, et la capacité d'être relativement indépendant, voire très indépendant de ce qui est du côté très métier, très technique, car je m'en fiche de savoir d'où vient la liste des pistes de mon CD. Elles sont là, donc j'en ai besoin ou pas. Un autre aspect qui est important, j'en ai parlé un petit peu quand même, c'est que on arrive à avoir des solutions qui sont performantes, qui sont résilientes. C'est-à-dire que on a bien cette promesse qui fonctionne. C'est-à-dire que je peux mettre à disposition rapidement des nouveaux bacs front s'il se trouve que j'en ai besoin. Je peux travailler de façon parallèle sur mes développements front, sur des développements front et back, il n'y a aucun problème. Et enfin, je peux avoir des caches. Et là, c'est quelque chose qu'on va faire au niveau de ce fameux Apollo. Si j'utilise une API qui ne bouge pas de la journée, je vais faire un appel et puis je vais le garder. J'ai besoin de le réappeler derrière, ce qui a pas mal d'intérêt. Le dernier point, c'est que du coup, si je fais du cache, il se pose toujours la problématique de quand est-ce que je vais faire expirer ce cache. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions headless y ont pensé, vu qu'ils ne s'occupent pas du front, du coup, ils se sont posé la question de comment est-ce que je vais donner la possibilité aux personnes qui s'occupent du front de savoir qu'il faut que je mette tout ça à zéro. C'est tout simplement avec un système de hook. Donc, ça veut dire qu'on va en gros, de façon assez simple, configurer une URL qu'on va appeler, qui va être dans le back for front, une API pour dire coucou, il y a ce contenu-là qui a été mis à jour. Voilà, je te donne l'information, fais-en ce que tu veux. Et typiquement, dans notre cas, fais-en ce que tu veux, ça veut dire ah ok, donc je vais supprimer le cache que j'avais jusqu'ici. Là, j'ai le choix, soit je vais récupérer moi-même l'information, comme ça je recrée un nouveau cache qui est disponible, soit j'attends qu'on me demande des informations sur ce contenu-là, et à ce moment-là, j'irai chercher les informations pour les garder en cache. On fait ce qu'on veut. L'intérêt, c'est ce côté réactif. Il n'y a pas besoin d'attendre 1 heure pour que le cache soit mis à jour. Non, c'est en temps réel. Enfin, en temps réel, autant que les choses veulent bien répondre. Mais ça peut être en quasi temps réel. J'ai besoin de mettre à jour. Je le mets à jour et c'est disponible pour la suite.
Après, je vous ai montré un exemple, donc un petit peu empirique de tout ce qu'on peut mettre à droite, les fameuses patates. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous donner un exemple plus précis d'un problème qui se pose souvent et qu'on a souvent besoin de mettre en place. Je reprends mes histoires de disques, je reprends mes histoires de disques et de critiques de disques. Et donc, généralement, on peut se retrouver assez facilement avec un CMS, qui est l'outil qui va être utilisé pour écrire une critique, puisque bah, c'est un contenu libre, c'est quelque chose qui est argumenté, qui dépend de la personne qui va critiquer un morceau. Mais par contre, il y a bien une base de documentaire presque, que dans le cas présent, j'ai pris un PIM, dans lequel va se trouver l'information brute, ben, tel disque, ça a un SKU, ça a donc un code, qui peut être un code barre ou ce qu'on veut, un artiste, un titre, etc. Plein d'informations qui sont très techniques. Donc, comment ça se passe d'un point de vue mise en relation, mise en place de ces éléments-là? Donc, d'un point de vue rédacteur, je vais dans mon CMS, je veux créer une nouvelle critique, je sais de quoi parle ma critique, forcément. Et donc, du coup, j'ai le SKU, le truc que je veux critiquer. Ben, je me contente de saisir ce SKU dans une zone qui est mise à disposition dans mon CMS. J'ai un message qui s'affiche qui me dit, ah, tiens, c'est bien de ce truc-là dont tu veux parler. Oui, je clique sur oui, et je mets tout le contenu que j'ai besoin de mettre à côté de ça. Et c'est tout ce dont j'ai besoin de faire. D'un point de vue back for front, bah, encore une fois, quand mon rédacteur va publier, parce qu'il est content de ce contenu, alors non, pardon, je reviens en arrière. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand mon rédacteur a mis son SKU, je vous ai dit tout à l'heure, bah, du coup, il y a un truc qui lui a affiché le titre qui correspond bien. Mais en fait, le truc à ce niveau-là, c'est que le CMS, il a appelé une API de back for front, qu'on lui a mise à disposition, et donc il reçoit un SKU, lui il fait l'appel au PIM, on dit ok, est-ce que tu connais ce truc-là? Et donc c'est ça qui lui permet de renvoyer l'information au CMS, voilà à quoi correspond le SKU qu'il m'a donné. Ce qui va permettre au CMS de stocker ce SKU. Okay, j'ai un SKU qui correspond à un article en cours de rédaction. Et donc du coup maintenant j'arrive à la publication, ben, le CMS envoie au back for front, ou le back for front va récupérer, selon les cas, l'intégralité des champs du contenu, dont le SKU. Et donc, au back for front, du coup, de refaire le lien entre ce SKU et le PIM, ce qui lui permet d'avoir cette agrégation de toutes les données qui ont été faites par le rédacteur et de toutes les données qui viennent du PIM. Et donc, de mettre tout ça à disposition du front par le GraphQL pour lui dire, ben voilà, j'ai tout ça qui est disponible entre le contenu et le disque. À toi, ami front, développeur front, de venir chercher ce dont tu as besoin. Voilà comment ça se met en place, et c'est quelque chose qu'on fait de façon très régulière et très récurrente, et qui, encore une fois, permet de ne pas recopier les données à droite à gauche. Non, les données du PIM, elles sont dans le PIM, les données du CMS, elles sont dans le CMS, et on a besoin de clés, effectivement, ça forcément, mais la clé suffit à faire le lien. Un autre aspect assez intéressant des architectures Mac qu'on utilise beaucoup, c'est dans les cas où on a besoin de faire des migrations pour passer de monolithe. Donc, quand je dis monolithe, on va parler d'un Drupal, on va parler d'un WordPress, comme tout à l'heure. On peut parler d'un Magento si on parle d'e-commerce. Enfin, en tout cas, on parle de ces solutions qui permettent d'avoir du tout en un, qui sont très pratiques du coup, parce que le tout en un, ça permet d'aller vite. C'est des sujets, c'est des projets qui ont très bien fonctionné et qui fonctionnent toujours très bien. Et loin de nous l'idée de le critiquer. Mais quand le business augmente, quand les choses, j'allais dire s'améliorent, c'est pas vrai, mais évoluent, bah souvent on est un peu contraint, on a besoin de faire autre chose, on a besoin d'utiliser d'autres briques qu'on a, et donc se pose la question de comment est-ce que je fais pour aller vers une architecture Mac à partir de mon monolithe. Bah, ça, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est qu'on va faire par étapes. Donc, on va commencer par mettre en place notre back for front. Souvent, quand on le met en place, c'est qu'il y a quand même déjà un nouveau besoin, parce que faire de la technique pour la technique, ça a un intérêt très limité. Donc, ça veut dire que d'un point de vue expérience client, on a quelque chose qu'on a envie de proposer. Là, je vous ai pris un exemple où on veut commencer à utiliser un CMS pour rajouter des contenus, pourquoi pas. Et il se trouve que c'est pas très très compliqué de rajouter des contenus dans le monolithe. Il suffit de le faire en JavaScript et on peut commencer à jouer avec pour rajouter de nouveaux contenus dedans. Et donc l'idée, c'est que le back for front, effectivement, on va se connecter au CMS et on va commencer à le connecter aussi à ce fameux monolithe. Là, il y a un petit exercice qui nécessite souvent un petit peu de POC, que selon les monolithes, c'est plus ou moins compliqué
mais l'idée, c'est qu'on commence à utiliser un peu le monolithe de façon un petit peu headless, d'une certaine façon, parce que l'objectif de l'étape suivante, c'est d'arriver ici. C'est-à-dire, c'est d'arriver à une phase où le front est complètement nouveau, utilise bien GraphQL, et globalement, le monolithe est devenu la solution headless, quand bien même il n'était pas vraiment fait pour ça à la base, ou peut-être qu'il savait le faire, mais en tout cas, on s'est quelque part débarrassé, ou alors on a fait évoluer l'expérience front. Donc, les moyens de se connecter au monolithe, comme je vous le disais, peuvent être plus ou moins complexes, mais en tout cas, l'idée, l'objectif, c'est d'arriver, in fine, à faire disparaître ce monolithe-là, et le remplacer par toutes les autres briques que vous avez. Donc, je ne vous ai pas remis une liste ici, parce que ce n'était pas l'idée. Mais c'est un moyen de pouvoir, comme ça, de façon graduelle, et donc de façon un peu plus sécurisante, parce que le saut dans le vide, c'est rigolo, mais c'est quand même toujours un peu plus compliqué à gérer. Là, non, on va pouvoir faire évoluer sa plateforme petit à petit et arriver à quelque chose qui ressemble plus à une architecture Mac, quand bien même on partait encore une fois, d'un monolithe qui, pour plein de raisons, n'était pas tout à fait celui qu'on voulait continuer à avoir. Donc voilà pour la petite phase de voilà, qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire comme type de projet. Et pour passer plutôt au retour un peu l'expérience, euh, qu'est-ce qui peut mal se passer? Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? La réponse est évidemment pas toujours oui. Notamment, pour moi, il y a une volonté, quand on parle sur une architecture Mac, qu'il faut quand même embrasser. Il y a une philosophie qu'il faut embrasser, qui est celle de cette adhérence au cloud first, et le fait de comprendre un petit peu ce que c'est qu'une philosophie DevOps. Et selon les cas, tout le monde n'est pas, soit n'a pas les connaissances, soit n'a pas envie, tout simplement, on n'est pas organisé pour. Donc, utiliser de la virtualisation avec de la dockerisation et ce genre de Kubernetes et ce genre de mots-clés pour tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'a pas les compétences pour. Ce n'est pas forcément simple. Ça demande une phase de montée en compétences. Pareil, mettre en place une logique de CI/CD, donc intégration continue, déploiement continu. Non seulement d'un point de vue technique, c'est pas forcément évident, ça demande un petit peu d'investissement, mais il faut aussi, du coup, d'un point de vue métier, d'un point de vue produit, avoir envie et être motivé par ça. C'est-à-dire, et c'est souvent ce qu'on craint dans ce genre de système quand on n'est pas habitué à ce genre de système, quand on est habitué à avoir des cycles de mise en production qui sont longs. Si on a des cycles de production qui sont longs, c'est soit parce qu'on a des contraintes qui font qu'on n'a pas le choix. Et ben dans ce cas-là, si les contraintes existent, difficile de vous pousser à vous équiper autrement, vous ne pourrez pas l'utiliser. Soit parce que on a besoin de passer un petit peu sur des façons de travailler un petit peu différentes, de prendre de prendre plus de risques et donc du coup d'accepter que en fait, et c'est pour ça que généralement pour y répondre, on a besoin aussi de mettre en place de l'observabilité pour être plus en capacité de savoir est-ce que j'ai fait quelque chose de bien, est-ce que ce que j'ai fait c'est pas bien, est-ce que je fais un incrément, est-ce que je fais pas un incrément, etc. Donc tout ça pour dire que si on n'adhère pas à cette philosophie-là, si c'est pas quelque chose qui nous attire ou qu'on ne peut pas faire tout simplement, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Je ne sais pas. Pourquoi mettre en place des moyens qu'on ne va pas utiliser? C'est discutable. Il y a d'autres difficultés. Là maintenant, on est passé à l'étape où on veut y aller, on est convaincu, on est déjà plus ou moins compatible. Des petits warnings quand même qu'il faut savoir, c'est que les solutions headless sont assez jeunes dans l'ensemble, sont des startups qui sont toutes pleines de bonne volonté, mais qui font des levées de fonds. Historiquement parlant, se retrouver avec des systèmes de licences qui évoluent dans la joie et la bonne humeur, voire plutôt la mauvaise humeur généralement, et de façon assez incontrôlée, je l'ai vécu. Les clients de Calliope l'ont vécu aussi, c'est jamais très drôle, donc il y a quand même un petit risque là-dessus que je vais pas mettre de côté. Choisir un outil de lait, c'est pas simple. La concurrence est rude, le marché est très, tant mieux d'une certaine façon, mais du coup, quel est le bon outil pour moi, c'est pas si simple. D'un point de vue expérience utilisateur, c'est assez intéressant. Parce que c'était pas forcément un aspect que j'avais bien visualisé au début, mais un CMS headless, quand on est habitué à un CMS monolithique,
Il y a un petit moment d'appréhension quand on se retrouve devant un outil où il n'y a plus d'arborescence, où on crée un contenu qui par défaut est nulle part et partout, est nulle part tant que je ne le mets pas quelque part, peut être utilisé de façon diverse et variée. Il y a une souplesse qui n'est pas toujours très facile à appréhender, et ça nécessite un petit accompagnement. Et puis le DevOps aussi, si vous n'êtes pas habitué à avoir une façon de travailler DevOps, c'est quelque chose qui aussi prend un petit peu de temps, pour qui s'apprend et qui, comme tout changement, généralement, il y a des freins, il y a des difficultés, il y a ceux qui sont hyper motivés, ceux qui le sont beaucoup moins. Enfin, voilà, c'est un vrai changement en tout cas, c'est ce que je voulais dire par là. Quelques promesses que nous, on n'a pas vérifiées, hein, clairement. Déjà, le côté prends n'importe quel CMS, tu pourras changer. Oui, bon, voilà, j'attends de voir. Techniquement, encore une fois, c'est plutôt la promesse, elle est là. Je pense qu'il y a les moyens de le faire. Maintenant, on sait tous que le changement, c'est pas si simple que ça. D'autant plus que, après, il va quand même se poser des questions de migration, de façon de basculer. Enfin, cet aspect-là, je vais dire, c'est une belle promesse, le Ultimate Swapability. Je mets un petit peu quand même de bémol autour. Maintenant, on va quand même pas non plus être complètement négatif parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Notamment, c'est vrai que nous, on le constate, hein, c'est vrai que ce genre de plateforme, ça résiste bien à la charge. C'est pas si coûteux que ça de rajouter cette espèce de backfront au milieu, voire même c'est plutôt un gain, car encore une fois, quand on utilise ces fonctions de cache, finalement, à la fin, c'est plutôt efficace, voire très efficace. L'autre point qui est positif, c'est que les outils headless, donc les outils qui ne s'occupent encore une fois que de leur raison d'être, souvent ils ont des interfaces qui sont quand même vraiment bien faites. C'est en SaaS, mais ça répond bien, c'est efficace, il y a des moteurs de recherche qui sont vraiment bien faits, et puis on peut les entendre. Franchement, c'est difficile de leur faire des reproches à ce niveau-là. Un autre vrai argument, c'est que la problématique de la mise à jour de votre monolithe que vous n'avez pas pu mettre à jour depuis des années, que vous savez que vous n'arriverez plus à mettre à jour, ça n'existe plus. Les outils headless, si en plus vous les utilisez en mode SaaS, ils évoluent sans que vous le demandiez, donc vous n'avez pas à vous en occuper. Et c'est quand même un argument qui est comme pas tout à fait neutre. Et un point qui, nous en tout cas aussi, fait partie des sujets qui nous intéressent, c'est le coût énergétique. L'intérêt d'avoir du cache, l'intérêt de ne pas utiliser les API quand on n'a pas besoin de les utiliser, c'est que du coup, pour répondre quelque chose, ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher en termes de consommation réseau, de consommation de data, de consommation de ressources. Et on a tendance à considérer qu'une architecture Mac permet, c'est pas out of the box, mais permet de travailler aussi sur cet aspect, j'ai envie de dire, maîtrise un peu de ce que ça coûte de mettre en place un projet web et de ce que ça a comme impact. Et c'est quand même un sujet qui n'est pas tout à fait neutre. Et j'en suis arrivé à la fin de ce que j'avais envie de vous dire, de ce que j'avais envie de vous proposer, du retour d'expérience que je pouvais vous faire sur le temps imparti. Et donc, du coup, je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des sujets que je n'ai pas adressés, des choses qui n'étaient pas claires, car rien n'interdit que je ne l'ai pas été. Je ne sais pas si... n'hésitez pas. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, soit c'était boring, soit c'était clair. Je vais prendre la deuxième option parce que je suis quelqu'un de positif. Et sinon, s'il n'y a pas de questions, je ne peux que vous souhaiter une très bonne journée. Nous restons à votre disposition pour aller plus loin dans les échanges. Si vous avez des points particuliers, vous voulez qu'on discute ensemble, n'hésitez surtout pas, ce sera avec plaisir.